Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du rêve et de sa signification. Le rêve est un affrontement entre l'élan qui cherche l'harmonie et la vanité, c'est-à-dire la prétention vaniteuse qui cherche le triomphe et aboutit souvent au contraire du triomphe, mais c'est quand même le but de la vanité. Comme le triomphe comme récompense de tous les désirs et la satisfaction de tous les désirs. C'est un double mouvement vers l'esprit, vers la perfection moralisante et les satisfactions terrestres, la gloire, la richesse, l'estime, la vanité, en un mot. Ce qui montre notre désir, nos désirs de trouver la satisfaction sur tous les domaines. Le domaine de l'esprit, avec la perfection, en oubliant que la perfection est une pure illusion, et le domaine de la matérialité et de la sexualité, représenté par des désirs multiples qui cherchent à se satisfaire. Il y a donc un conflit entre l'élan qui cherche l'harmonie, donc l'harmonie des désirs, c'est-à-dire un ensemble de désirs qui ne sont pas contradictoires. Donc une opposition entre l'élan et la vanité, c'est-à-dire la prétention, comme je le disais, de tout réussir, de tout avoir, de tout être. Elle le résume dans cette phrase rapide, tout être et tout avoir. C'est la vanité principielle qui est la caractéristique sur un certain angle de l'humanité, la caractéristique négative de l'humanité, alors que sa caractéristique positive, c'est l'élan de dépassement. C'est donc un double mouvement vers l'esprit, la perfection, et vers les satisfactions terrestres, la gloire, l'argent, la réussite. Voilà le dilemme devant lequel se trouve l'individu, et la satisfaction essentielle impose ou propose au contraire une harmonie entre l'esprit, les désirs de l'esprit, et la matière, les désirs matériels et sexuels. Ces intentions qui ne sont pas très définies, qui sont des intuitions, qui ne vont pas jusqu'à la formulation précise de ce qui se tient derrière, ces intentions, plus ou moins cachées, s'affrontent dans le rêve. Le rêve étant la poursuite de notre délibération diurne qui n'a pas abouti, et la poursuite, la nuit, à travers des images que l'on appelle des symboles, qui sont donc riches de signification et qui essayent de trouver la solution qui n'a pas été trouvée dans la vie diurne, la solution essentielle, c'est-à-dire l'accord sous l'égide de la culpabilité essentielle, qui est la culpabilité par rapport au sens de la vie, donc la cohérence entre ce désir de réussite essentielle, d'harmonie essentielle, et puis les nécessités de la vie, les nécessités accidentelles, matérielles et sexuelles. Donc le rêve, on peut dire, est une liaison continuelle entre, ou tout au moins disons une liaison essentielle entre la vie diurne et la vie nocturne. Contrairement à ce qu'on a le sentiment souvent, où ai-je été pêcher ce rêve invraisemblable? Or, il est en rapport avec ma vie diurne. Le tout, évidemment, c'est de pouvoir traduire la signification des symboles. Et c'est ce que Paul Diel a apporté dans
par la psychologie de la motivation, la compréhension des symboles de nos rêves. Mais c'est une compréhension plus ou moins évidente quand on en a la clé. Par exemple, une chaise représentera l'assise psychique, puisque tout est transposé du plan de la réalité physique au plan de la réalité psychique. Le bain, prendre son bain, représentera l'intention d'une purification. Prendre une douche sera aussi une purification, mais vécue, vu l'expression linguistique, prendre une douche, vécue plus ou moins désagréablement. Dans la traduction du rêve, on va considérer le plan de la réalité, c'est-à-dire si quelqu'un va rêver qu'il escalade l'Annapurna très facilement, le plan de la réalité est illogique et invraisemblable. Donc le plan de la réalité, qui ne nous donne pas toujours une indication sur l'état psychique du rêveur. Deuxièmement, le plan linguistique, comme je disais tout à l'heure comme exemple, prendre une douche, dans l'expression elle-même, il y a quelque chose de désagréable. Donc le plan linguistique et le plan symbolique, qui est le plan le plus important. Donc le plan symbolique, c'est le fait que tous les instruments de la vie réelle, toutes les fonctions de la vie réelle peuvent être transposées sur le plan psychique. Comme je disais tout à l'heure, la chaise, c'est l'assise. Eh bien, c'est une expression parlante. Cette personne n'a aucune assise dans son travail. Je veux dire, une incapacité. Comme je vous disais, prendre une douche, prendre un bain, c'est se purifier, mais de deux façons. Une douche sera un peu désagréable, le bain sera une détente dans de l'eau chaude, agréable. Donc, notre monde extérieur, si je peux dire, tout ce qui nous entoure et tous nos sentiments sont propres à exprimer la vie psychique, la vie de l'âme, la vie de l'élan. Le tout, c'est d'apprendre à pouvoir faire la transposition du plan symbolique des images au plan de la réalité. La plupart du temps, c'est assez évident. Il y a quand même un certain nombre de symboles qui ont été précisés par Diel et dont la vérification, si vous voulez, que la vérification de la signification juste, c'est le fait que la signification de ce symbole donne la clé des rêves, des mythes anciens et même des symptômes psychopathiques. Il y a une unité dans ces trois fonctions extraconscientes et le symbolisme nous permet de pénétrer dans ces trois fonctions en quelque sorte. Le malade mental, disons le grand névrosé qui se lave plusieurs fois par jour depuis la tête jusqu'aux pieds, c'est une expression de recherche de pureté, preuve que, d'une part, il vit son psychisme comme très impur, et deuxièmement, il exagère les impuretés de son psychisme, ce qui révèle ce qu'on appellera une tâche exaltée de perfection. Il y a une cohérence dans les symboles, dans leur traduction, dans leur utilisation, soit à travers les rêves personnels, soit à travers les rêves mythiques. Et ce qui est surprenant, qui ne devrait pas être surprenant, mais qui nous surprend quand même, c'est
même signification que l'on peut donner à on rêve de n'importe qui et aux grands mythes qui ont construit l'histoire de l'esprit humain. Preuve que nous restons par le surconscient, c'est-à-dire par cette instinctivité supérieure, nous restons attachés au passé évolutif et pouvant prévoir le futur évolutif de la même façon. Cette unité de la pensée humaine est quand même assez bouleversante et nous donne le sentiment de la cohérence de la vie. La vie n'est pas n'importe quoi, même si par une conduite insensée nous pouvons nous justifier en disant que la vie est n'importe quoi, incohérente. En fait, la vie est parfaitement cohérente et sur le plan intérieur, lorsque nous sommes dans des désirs et des intentions cohérentes entre elles et harmonieuses entre elles, nous trouvons la satisfaction, alors que quand nous nous laissons emporter par une exaltation de nos désirs, un excès de nos désirs, soit matériels, soit spirituels, et en général, quand c'est dans un sens, c'est par loi d'ambivalence, dans l'autre sens en même temps, soit sur le plan imaginatif, soit sur le plan réel, eh bien, nous découvrons finalement la cohérence du fonctionnement psychique qui a toujours été décrit à travers les mythes et qui est décrite dans nos rêves et que Paul Diel a éclairé sur un plan psychologique à partir du symbolisme lui-même profondément compréhensif quand on en a la clé. Le rêve est donc un affrontement entre l'élan qui cherche l'harmonie et la vanité qui cherche la prétention de supériorité. Étant donné que nous sommes des individus, c'est-à-dire des êtres qui pensons, des êtres qui se pensent à partir de l'amour exaltatif que chacun a pour soi, un amour exaltatif et en même temps naturel. Chacun se pense supérieur à l'autre et dans la vérité, et vous entendez souvent cette expression « si c'était moi ». Si c'était moi, j'aurais pas fait ça. Si c'était moi, j'aurais décidé ceci ou cela. On a tous tendance à penser que ce que nous aurions fait est mieux que ce qui a été fait. Ou alors, nous admirons béatement ce qui a été fait avec le sentiment que nous serions absolument incapables d'en faire même la moitié. C'est ce jeu entre la vanité triomphante et la vanité vexée. Et nous sommes continus, enfin, si nous ne sommes pas que ça, mais nous sommes facilement dans un jeu entre vanité vexée et vanité triomphante, qui sont finalement des souffrances. Donc, dès que nous sommes en dehors de l'harmonie, je ne dis pas qu'il est possible d'être continuellement dans l'harmonie, mais ce va-et-vient entre l'harmonie, la disharmonie, l'exaltation et les souffrances qu'apporte l'exaltation, ce jeu nous permet finalement d'essayer de retrouver la route droite, pas toute droite, mais la direction juste, disons, qui est la recherche de l'harmonie entre nos désirs, étant donné que nous sommes soumis à une multiplicité de désirs qui souvent nous traversent sans que nous nous y arrêtions, car nous savons avec un certain bon sens que c'est irréalisable. N'empêche que
nous avons encore souvent beaucoup trop de désirs qui dévorent notre énergie sans pouvoir véritablement être réalisés, soit parce que, étant trop exaltés, ça nous enlève une partie de nos forces, soit parce qu'ils sont irréalisables réellement sur le plan de notre réalité telle qu'elle est dans notre vie. Le rêve n'est pas inutile, il propose une solution. Évidemment, la plupart du temps, une solution que nous ne comprenons pas consciemment. Mais sans le savoir consciemment, le rêve nous influence. Il soit apaise, soit il pose un problème qui nous talonne, mais il s'incorpore en vérité à notre vie psychique, à tout le déroulement entre la vie diurne et la vie nocturne. Il y a une liaison, c'est le rêve, hein, et ce sont les désirs imaginatifs, plus ou moins réalisables, qui cherchent à se satisfaire imaginativement et qui sont sanctionnés par la culpabilité essentielle. La culpabilité essentielle étant la culpabilité par rapport au sens de la vie. Et nous portons en nous, exactement comme l'animal est soumis à son instinct, nous portons en nous la connaissance surconsciente de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous fait du mal. Seulement, à travers une vie, nous avons tellement tendance à justifier nos erreurs que finalement, vraisemblablement, nous affaiblissons, en partie seulement, le surconscient. Il n'a plus cette force qui peut être retrouvée à partir du moment où on ose affronter finalement ces démons, hein, qui sont les exaltations des désirs, et où nous sommes capables d'écouter l'appel de l'élan qui, lui, propose une harmonisation de nos désirs. Harmonisation qui est un travail. L'harmonie des désirs n'est pas obtenue si facilement. C'est tout un travail, justement, d'harmonisation, pour pouvoir, pour que nos désirs s'entendent les uns avec les autres. La condition, c'est qu'ils ne soient pas exaltés. Et c'est la seule solution, la véritable solution, qui donne à ce moment-là énormément de force à nos désirs, ceux que nous avons, considérés comme valables et qui ont été sanctionnés par le rêve qui nous apporte un sentiment de soulagement, d'harmonie, d'apaisement lorsque le rêve est positif, et au contraire, un tourment lorsque le rêve est négatif. En deux mots, le rêve est positif si c'est l'élan qui l'emporte, et le rêve est négatif si c'est la vanité qui l'emporte. Mais aucun rêve n'est décisif, et la nuit d'après, on peut rêver tout à fait différemment, positivement alors que c'était négativement, ou négativement alors que c'était positivement. C'est toute la fluctuation de notre vie intérieure qui est ininterrompue depuis le matin jusqu'au soir et jusqu'au lendemain matin, puisque la nuit participe à cette délibération. Oui. Le rêve a une fonction par rapport au sens de la vie. Il est un guide. Il est capable, il est une production du surconscient, le surconscient étant capable de nous diriger, si je peux dire, vers le sens de la vie, mais à travers des images. Donc les moyens que le rêve a à sa disposition, ce sont les images qui, transposées sur le plan intérieur,
deviennent des symboles, comme par exemple le pain que l'on mange pour nourrir notre corps est symbole de la nourriture de l'âme. Les productions de la terre deviennent des nourritures terrestres trop accrochées finalement au plaisir de la terre, au plaisir matériel. Il y a donc une analogie continuelle entre les images que l'on tire du monde extérieur pour exprimer les sentiments, les valorisations du monde intérieur. La méthode de traduction s'appuie sur la distinction entre les trois plans du rêve. Le rêve est exprimé sur le plan de la réalité. Je me promène dans une belle forêt. C'est une expression c'est une description de mon activité. Si je veux la transposer sur le plan intérieur, étant donné qu'une forêt, une grande forêt, peut être un endroit où l'on se perd, je traduirais que je me promène, c'est-à-dire je vais de ci, de là, dans mon psychisme, cherchant la satisfaction, sans véritablement savoir exactement où je vais, comme quand on se promène, et je recherche finalement ce qui va exprimer par le plan de la réalité mon état psychique intérieur. Si je me promène dans une grande forêt, je risque de me perdre. Et cette implicite supposition exprime le fait que quand je gère en partie dans mon psychisme, je ne sais pas exactement où je vais. Je risque de me perdre dans quoi ? Dans des désirs multiples, dans des valorisations confusionnelles, représentant bien le danger de ce que peut être une forêt. Donc on traduira la forêt comme la forêt du subconscient. Du subconscient, c'est-à-dire de ce qui n'est pas suffisamment conscient et dans lequel effectivement on peut errer pendant longtemps. Donc les images sont des moyens empruntés au monde extérieur pour donner une idée de ce que vit le monde intérieur. Si donc je me promène dans une forêt avec le risque de me perdre, il y a une sous-jacente angoisse qui nécessite finalement de se calmer, de calmer l'angoisse en contre-valorisant, c'est-à-dire en trouvant des valorisations qui vont contre la tendance un peu naturelle de s'effrayer à l'idée de pouvoir se perdre. Cette contre-valorisation s'appuiera sur le fait que le rêve n'est pas une réalité extérieure, mais est une réalité intérieure. Et donc, si je peux me raccrocher, si j'ose dire, à des propositions de vie intérieure suffisamment solides, je calmerai l'angoisse que ce rêve peut avoir déclenché. N'empêche que le rêve est un avertissement du danger dans lequel je me trouve de m'égarer dans des propositions exaltatives ou des propositions banalisantes. Donc des propositions qui ne m'apporteront pas la satisfaction
de l'élan et de la cohérence avec moi-même. Pour traduire le rêve, il y a une méthode qui a été établie donc par Paul Diel, où le rêve se propose à notre investigation sur 3 plans, c'est-à-dire le plan de la réalité. Je me promène dans une forêt, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Si par exemple je dis je me promène en haut de l'Himalaya, c'est un peu inquiétant comme image et donc exprime un état d'inquiétude, d'une part d'élévation excessive et étant élévation excessive, inquiétude quand même sur la possibilité de survivre. Donc, on explore donc le rêve sur le plan de la réalité. Est-ce cohérent? Est-ce logique? Est-ce naturel? Le deuxième plan est une exploration linguistique, où nous savons tous que nous employons certaines expressions qui sont très imagées et qui expriment un état intérieur d'angoisse ou au contraire d'accalmie ou au contraire de détente. Donc le plan linguistique va nous donner des indications sur la teneur émotive ou affective du rêve et donc du rêveur. Le troisième plan, en somme le plus important, est le plan symbolique, c'est-à-dire l'analogie. Le symbole, c'est une analogie entre un élément du monde extérieur pour exprimer un élément du monde intérieur. C'est donc une analogie entre la réalité extérieure et la réalité intérieure. Par exemple, je me promène le soir, il fait nuit et je suis angoissée, et quand même exprime la difficulté d'affronter le soir, la nuit intérieure dans laquelle des sentiments et des désirs sont plus ou moins cachés, plus ou moins refoulés, puisque c'est le soir et qu'on ne voit pas clair, mais en même temps exprime la difficulté d'affronter cet obscurcissement intérieur. Donc nous avons le plan de la réalité, le plan linguistique et le plan symbolique, où donc les objets du monde extérieur symbolisent, comme je l'ai dit, les objectifs du monde intérieur. Donc la méthode de traduction du rêve en compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous s'appuie sur ces 3 plans que je répète rapidement: plan de la réalité, plan linguistique et plan symbolique. Le but de la méthode, le but du rêve d'abord, c'est de nous faire prendre connaissance de nos insuffisances, de nos exaltations, de nos erreurs, et de prévoir la souffrance qui en découle. Donc le but du rêve a un but tout à fait pratique, si l'on peut dire, qui est d'éclairer la connaissance de nous-mêmes pour que nous puissions mieux nous y conformer, ou nous y opposer, ou suivre ce que cette intuition intérieure peut nous proposer. L'intéressant est de voir l'unité du fonctionnement psychique entre le mythe, qui est une histoire ancienne et qui raconte les aventures du héros
face aux dangers de la vie qui sont symbolisés par des monstres et par des démons. Le rêve utilise certains des symboles que l'on trouve dans les mythes, et en tout cas, la méthode est d'utiliser la connaissance plutôt la connaissance du fonctionnement qui permet de passer d'un élément du monde extérieur par la compréhension analogique à un élément du monde intérieur. Par exemple, si je rêve que je me bats avec des éléments inquiétants, désagréables, d'autres hommes ou d'autres femmes agressifs, cela représente en fonctionnement psychique mon débat avec des valorisations qui sont représentées par des hommes ou des désirs terrestres représentés par des femmes. Et donc, le rêve, là, va m'avertir de mes difficultés avec mes désirs terrestres et avec mes fausses valorisations. C'est donc la fonction du rêve est de nous conduire vers une prise de connaissance de nos erreurs, dues à nos exaltations, et desquelles découle une souffrance qui peut être lancinante, qui peut être due à la culpabilité de nous être laissés entraîner par ces fausses valorisations, par ces exaltations. Notre surconscient est extrêmement lucide sur les erreurs que nous pouvons faire, parce que ces erreurs sont liées à des souffrances. Il est passionnant de se rendre compte de l'unité du fonctionnement psychique. Aussi bien le mythe, le rêve et même le symptôme sont des expressions extraconscientes qui nous avertissent finalement de l'erreur dans laquelle nous nous sommes engagés. Le mythe, évidemment, reste général et ne nous concerne que si nous sommes capables de faire l'analogie entre le héros défaillant du mythe et nous-mêmes. Mais le rêve, qui est aussi une expression extraconsciente, nous parle avant tout de nous. Et si dans un rêve, je vois mon voisin ou je vois une femme, il faut que je sache que ces personnages sont des côtés en moi représentés par des éléments apparemment extérieurs. Ce n'est pas mon voisin tel qu'il est, dont je rêve, c'est ce qui voisine en moi sous forme, si le voisin est sympathique ou s'il est antipathique, sous forme d'éléments sympathiques ou antipathiques en moi-même. Et le symptôme est une expression où le surconscient et le subconscient s'affrontent. Par exemple, l'obsession de se laver aussi bien le corps que les mains à répétition dans une journée peut être transposée, c'est un symptôme irrépressible, ce qu'on appelle un symptôme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, représente le besoin de nous purifier intérieurement, mais projeté sur le monde extérieur. Comme au fond, on peut en déduire que le fait de se voir tel que l'on est nous effraie et qu'on produit le symptôme parce que notre surconscient le sait et essaye de nous le révéler, mais c'est un symptôme qui déguise
la situation parce que nous avons notre subconscient qui ne veut pas prendre connaissance de ce qui se passe en nous. C'est assez passionnant de voir qu'il y a cette lutte entre surconscient et subconscient et que notre conscient ne participe pas véritablement, sauf quand, prenant conscience de ce qui est proposé, il cherche à surmonter le problème. Donc, cette magnifique puissance de l'esprit humain se révèle encore plus à travers les mythes et à travers les rêves, et la concordance entre les symboles mythiques et les symboles des rêves est aussi quelque chose d'étonnant, parce que d'où vient que nous le sachions et que nous utilisions des symboles ancestraux pour exprimer les mêmes problèmes qui ont toujours été les problèmes de l'homme.